Allez, demain, j'arrête de fumer, de boire, de manger n'importe comment, de regarder mon téléphone toutes les 5 minutes. Qui ne s'est jamais juré de mettre fin à ces mauvaises habitudes? Sommes-nous tous un peu accros? Pour certains, l'addiction est une véritable souffrance morale et physique, une pathologie qui peut être prise en charge. Alors comment devient-on addict? Comment se soigne-t-on? On en parle tout de suite dans Enquête de région. Nous sommes en France, plus de 40 millions à avoir bu au moins une goutte d'alcool dans l'année, 15 millions à fumer régulièrement ou occasionnellement du tabac et 4,5 millions à avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois. Pour beaucoup, les consommations restent modérées, mais pour certains, ces usages, licites ou illicites, mènent à l'addiction. Un tiers des buveurs a ainsi une consommation jugée à risque. La moitié des fumeurs réguliers est considérée comme dépendant, ainsi que 10% des consommateurs de cannabis. Mais l'addiction peut aussi concerner d'autres pratiques, les médicaments, la nourriture ou encore les jeux vidéo. Tout de suite, le sommaire. Pendant longtemps, la société a valorisé les fumeurs. C'était viril pour un homme d'avoir la cigarette au bec et presque sexy pour une femme. Souvenez-vous, la cigarette était au fourneau, prenez l'ascenseur ou le métro. Elle était encore là, en amphi, au resto, au bistrot, au boulot. Mais ça, c'était avant que l'on dénonce ce plaisir hautement addictif. Le tabac est l'un des poisons les plus mortifères qui soient. L'alcool est la deuxième addiction la plus répandue en France après la cigarette. 49 000 personnes meurent chaque année de trop en consommer. J'ai commencé à boire vers 18 ans et donc c'était des fêtes estudiantines, voilà. Ça a été très rapidement non festif. L'alcool est arrivé quand j'avais 17 ans. J'étais couvert de psoriasis, qui est une maladie de peau. Moi, je ne m'acceptais pas. Mais à ce moment-là, ça m'aidait à vivre. Pour la plupart d'entre nous, l'alcool reste un simple plaisir. Pour d'autres, malheureusement, il est un compagnon de vie des plus douloureux. Si l'on connaît déjà les effets addictifs du cannabis, des drogues et des jeux d'argent, de nouvelles addictions sont apparues ces dernières années. C'est le cas des troubles du comportement alimentaire. Du fait d'un régime, par exemple, vous allez commencer à maigrir et votre corps, pour supporter cette carence alimentaire, va sécréter, entre autres des endorphines, donc quelque chose qui vous met dans un état de bien-être, comme une drogue. Pour débuter cette émission, bienvenue au Petit Quevilly, à l'hôpital Saint-Julien. Nous sommes ici dans l'une des antennes du centre hospitalier de Rouen, doté d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, une structure de prise en charge médico-sociale de toutes les addictions. Ici, on soigne principalement des dépendances à l'alcool, aux drogues et aux médicaments, mais aussi au sexe et aux jeux. Alors, comment définit-on une addiction? À partir de quel moment peut-on considérer que l'on est dépendant à un produit? C'est ce que l'on va tenter de comprendre pour commencer. Docteur Alexandre Baguet, vous êtes psychiatre, chef du service addictologie au CHU de Rouen. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une addiction? Une addiction, c'est pas si facile que ça à définir. Une addiction, c'est d'abord un comportement, quelque chose qu'on réalise, avec ou sans produit, mais dans un but soit d'avoir du plaisir, soit de lutter contre un inconfort intérieur, comme l'anxiété par exemple. Ça, c'est la première chose, la première partie de la définition. La deuxième partie de la définition concerne les dommages, c'est-à-dire que ce comportement, s'il apporte quelque chose de positif en aigu, apporte des choses négatives au long cours, et puis des fois en aigu aussi. C'est cette notion de dommage. Sans dommage, on n'est pas dans la pathologie, on n'est pas réellement dans l'addiction. C'est à ça qu'on distingue un usager normal, entre guillemets, d'une personne dépendante? Ce qui est vraiment important, c'est cette notion de dommage.
liées au comportement, évidemment. Et c'est vrai que c'est très important de bien s'attacher à ça. Le dommage fait la pathologie, ce qui explique par exemple l'approche que l'on peut avoir en termes de réduction des risques et réduction des dommages, où on agit sur le comportement moins par exemple en quantité que sur les conséquences négatives que ça peut avoir. Aujourd'hui, l'addiction qui touche le plus de monde, c'est le tabac. Là aussi, tout dépend des critères que l'on considère. Si on parle en termes de volume de population, le tabac touche un peu plus de 30% des Français. Donc c'est une addiction qui touche un nombre considérable de personnes, avec une dépendance par ailleurs assez forte. Le tabac a cette caractéristique de rendre dépendant assez rapidement et de façon assez forte, à part quelques pourcentages d'entre nous qui échappent à cette dépendance forte au tabac, mais la règle, c'est quand même la dépendance très forte au tabac. Docteur Baguet, on va vous retrouver dans quelques instants pour poursuivre cette discussion. Mais d'abord, pendant des années, on n'a pas mesuré les dangers du tabac. Les premières lois anti-tabac datent d'il y a 40 ans. On sait aujourd'hui que la cigarette rend dépendant dès la première bouffée. Elle aurait pu disparaître de notre paysage, combattue sans relâche par les pouvoirs publics depuis 40 ans. De la loi Veil à la loi Évin, des interdictions aux augmentations de prix, un renversement du regard sur la cigarette s'est opéré en quelques années, car pendant longtemps, fumer, c'était cool. Souvenez-vous, la cigarette était au fourneau, prenez l'ascenseur ou le métro. Elle était encore là, en amphi, au resto, au bistrot, au boulot. Démocratisée pendant la Seconde Guerre mondiale, la cigarette triomphe dans les années 50 et 60. Le fumeur est viril, libre, la fumeuse émancipée, voire sexy. Elle est toujours là, tenace. Selon l'Agence régionale de santé, près de 700 000 Normands fument quotidiennement. Pourtant, tous les fumeurs vous le diront, la toute première bouffée de cigarette est toujours rebutante. Au niveau de la gorge, au niveau des poumons, je vais ressentir quelque chose de désagréable. Mais immédiatement, mon cerveau va ressentir un signal, attention, ça fait plaisir. Étrangement, on réessaye. Au fur et à mesure, toute notre sphère oropharyngée va très bien s'habituer à ce phénomène. Et là, c'est essentiellement les phénomènes de plaisir qui vont arriver. Il faut dire que ce petit rouleau de tabac possède un grand pouvoir. Un composant qui envoûte bien des cerveaux, la nicotine. Plus addictive encore que l'héroïne, la cocaïne ou l'alcool, chez le fumeur, elle va perturber la perception du plaisir. La substance en elle-même va modifier le fonctionnement du cerveau. Plus on va prendre de drogue et moins on va ressentir de plaisir. On le sait quand on interroge les patients, mais on le voit également dans la physiologie du cerveau quand on la monitore de façon fine. C'est le cercle vicieux de l'addiction. La nicotine donne du plaisir au fumeur, mais l'accoutumance l'empêche de retrouver sa sensation première. Il doit alors augmenter la dose. Au fur et à mesure du temps, le phénomène de renforcement par le plaisir se transforme en une habitude. Et on adore les petites habitudes. Ces mauvaises petites habitudes, on les connaît bien dans ce service. De nombreux patients viennent ici tenter de s'en débarrasser. C'est le 3e séjour pour ce jeune homme de 28 ans. Nous l'appellerons Stéphane. Le centre hospitalier préfère que nous ne dévoilions pas son identité. Pour lui, tout commence, comme souvent, à l'adolescence. À l'époque, j'étais vraiment sportif et donc du coup, je refusais de fumer. Et une soirée, je dois avoir 16 ans à peu près. Eh bien, j'ai été tenté de fumer un pétard. Donc j'ai fumé dessus, ça m'a un peu écœuré. Et après, avec le temps, j'ai continué à refumer plusieurs fois avec des amis qui fumaient des pétards. Et au final, j'ai commencé à tomber accro au tabac à cause de ça. Après, j'ai essayé d'arrêter une fois avec la cigarette électronique, ça a bien marché. Mais après, j'ai fait le con, j'ai recommencé à nouveau. Et je pense que dès que je serai prêt, je vais arrêter et puis je vais reprendre la cigarette électronique. Comme de nombreux patients soignés ici, Stéphane souffre de plusieurs addictions. Il a aussi goûté aux drogues dures. Mais c'est bien de la cigarette dont il a le plus de mal à se débarrasser. Il en fume encore une 30aine par jour. Et donc vous avez ressenti cette envie finalement que vous ne pouviez pas contrôler que de prendre par exemple du tabac. Ouais, non, le tabac, je ne pouvais pas m'en passer. Je ne peux pas m'en passer. Non, je ne peux pas m'en passer.
Il est bien révolu le temps où la cigarette était valorisée. Fumer tue, tout le monde le sait désormais. Pourtant, depuis 10 ans, la consommation de tabac ne baisse pas. En 2017, la Normandie était encore au 3e rang national pour le nombre de cigarettes vendues par habitant. De retour avec vous, docteur Alexandre Baguet. Vous êtes psychiatre, chef du service addictologie au CHU de Rouen. On vient de voir l'exemple du tabac. Est-ce que pour les autres addictions, les mécanismes qui mènent à la dépendance sont les mêmes ? Effectivement, il y a des mécanismes communs et on sait que, quel que soit le type d'addiction considéré, l'implication du circuit de récompense est importante, avec en particulier la dopamine. Pour autant, les portes d'entrée dans ce système peuvent être éventuellement différentes. Les mécanismes d'activation de ce système ne sont pas les mêmes, par exemple, avec l'héroïne, avec le tabac ou avec l'alcool encore. Et les conséquences ne sont pas les mêmes, par contre. Les conséquences non plus. Les conséquences, évidemment, dépendent aussi du type d'addiction que l'on a. Et évidemment, on connaît, par exemple, la cirrhose du foie avec l'alcool ou le cancer du poumon avec le tabac. Pour autant, l'alcool et le tabac ont bien d'autres complications que ces deux-là. Avec le tabac, on a une addiction avec donc une substance. Est-ce qu'il existe aussi des addictions sans substance ? Il existe aussi des addictions sans substance. La mieux connue et la mieux reconnue, c'est le jeu. Mais d'autres sont discutées, comme par exemple l'addiction au sexe ou l'addiction aux achats compulsifs, par exemple. Ces addictions, elles ont des conséquences sociales, mais aussi physiques sur l'être humain ? On peut distinguer 3 types de conséquences dommageables pour l'individu sur le plan physique, somatique, sur le plan psychologique et sur le plan social de l'environnement, de sa vie relationnelle. Il y a des personnes qui sont plus fragiles face aux addictions que d'autres. On n'est pas tous égaux face à l'addiction et l'addiction touche préférentiellement les personnes les plus en difficulté ou dans un environnement plus complexe parce que, comme on l'a vu dans la définition, le produit ou le comportement apporte quelque chose de positif ou de lutte contre un élément négatif. Donc effectivement, le fait d'être dans un environnement compliqué fait que ça favorise. Sur le plan personnel, notre susceptibilité individuelle n'est pas la même. La disponibilité des produits aussi ou des comportements est quelque chose de très important à déterminer, en particulier autour de la période de l'adolescence. Donc ça ne dépend pas des milieux sociaux ? Ça dépend aussi des milieux dans lesquels on évolue. L'idée, c'est que personne n'est protégé à proprement parler des addictions. Vous parliez à l'instant de l'adolescence. Les addictions, elles arrivent à ce moment-là ? L'adolescence est vraiment une période charnière dans l'histoire des addictions. C'est là où on rencontre le produit, le comportement, comme par exemple le tabac. La première cigarette, c'est souvent aux alentours de 15 ans. C'est aussi dans cette période-là le premier verre d'alcool. Alors, pour l'alcool, ça ne veut pas dire qu'on va devenir grand addicté par la suite à l'alcool, mais ce lien-là va conditionner beaucoup son devenir avec le produit ou le comportement, l'alcool, cigarette. Mais les addictions peuvent se déclarer plus tard également ? Souvent, on rencontre le type de comportement qui va conduire à l'addiction dès l'adolescence. Elle n'est pas forcément problématique d'emblée. Quand on rencontre, par exemple, le problème de l'alcool, par exemple, on peut avoir un lien non pathologique avec l'alcool pendant très longtemps et puis finalement développer à 50, 60 ans une dépendance à l'alcool ou même avant la dépendance, des complications sévères liées à sa consommation d'alcool. Oui. Est-ce que si on est dépendant à quelque chose, on est forcément dépendant à autre chose ? Est-ce que la polyaddiction, la polyconsommation est systématique ? La polyaddiction, j'ai envie de dire, c'est la règle, même si c'est pas systématique, mais la polyaddiction est quelque chose d'assez fréquent, d'autant qu'une addiction peut conduire à une autre du fait de ce mécanisme commun. Même s'il faut se méfier là aussi des amalgames, et par exemple on sait très bien que consommer du cannabis ne conduit pas systématiquement à la consommation d'héroïne, comme on a pu l'entendre parfois. Voilà. Mais à la fois on sait que le risque d'une addiction, c'est d'en chasser une autre, ou alors le fait d'arrêter de fumer, on peut avoir des complications dans d'autres domaines. Vous parlez du tabac, des drogues. Est-ce qu'aujourd'hui il y a également de nouvelles addictions qui apparaissent ? Il y a de nouvelles addictions, le périmètre des addictions reste à définir. On se pose des questions, par exemple, sur les troubles du comportement alimentaire. Qu'est-ce qui, parmi l'ensemble des troubles du comportement alimentaire, qu'est-ce qui est du domaine de l'addiction ? Qu'est-ce qui n'est pas du domaine de l'addiction ? Les choses restent à préciser dans ce domaine-là. L'écran est un très bon exemple aussi. La logique de l'écran dans notre société a considérablement évolué en très peu de temps. Et donc, on manque de repères pour déterminer ce qui est du domaine du pathologique, de ce qui est du domaine du normal. On en parlera. Merci à vous, Dr Baguet. Merci. Merci.
On vient de le voir, l'addiction est une véritable maladie. Une pathologie qui se soigne ou se prend en charge dans des établissements spécialisés comme celui dans lequel nous nous sommes déplacés. Nous sommes à la polyclinique de Deauville où se trouve un service de soins de suite et de réadaptation en addictologie. Ici, les patients viennent poursuivre leur cure. Angèle, toi, tu es allée dans une autre clinique près de Rouen. La clinique des Essarts accueille des patients qui veulent se sevrer d'alcool et de drogue, une étape indispensable pour tenter de sortir de la dépendance. Pour beaucoup, elle représente le dernier recours, l'immense espoir que leurs démons disparaissent enfin. À la clinique des Essarts, entrent chaque jour des femmes, des hommes, décidés à retrouver leur vie d'avant, une vie libre, sans dépendance. Viennent ici se soigner des alcooliques et des toxicomanes. J'ai partagé quelques jours avec eux, écouté leur histoire, souvent très douloureuse. Aurore a 53 ans et sa relation avec l'alcool a commencé à l'adolescence. J'ai commencé à boire vers 18 ans. Et donc c'était des fêtes estudiantines, voilà. Ça a été très rapidement non festif. Et je me suis très vite isolée et j'ai fait une première cure. Et là, À 24 ans. À 24 ans, j'étais la plus jeune. Et là, j'ai eu vraiment 11 ans d'abstinence totale. Et puis après, j'ai repris un premier verre dans un moment d'euphorie. Enfin, je veux dire, c'était pendant une fête, détente. Je me suis dit, on se faisait 11 ans. Ça a duré longtemps, hein. Où j'en prenais qu'un, comme ça. Puis après 2, puis après 3. Puis bon, après, c'est reparti, quoi. C'est son 3e séjour ici depuis 2015. À son arrivée, il y a 3 semaines, Aurore a retrouvé son activité favorite. Donc là, c'est la salle de sport. Le lundi et le vendredi, c'est de la gymnastique douce, réparatrice. Car pendant des années, son corps a souffert, détérioré par l'alcool. Je rentre le ventre et je vais venir décoller les épaules et la tête. Parfois, la première séance peut poser des difficultés pour certaines ou certains. Quel genre ? Un travail d'exercice tout simple, en fait, d'appui, de repères dans l'espace. Est-ce que ça va comme ça ? Ouais, ça va. Eh bien, c'est bien. Il redonne le goût, si vous voulez, quand vous avez le corps qui change un peu, voire beaucoup pour certains. C'est important aussi, c'est être bien. Ils cherchent le bien-être. Aurore est enseignante. Elle était une buveuse du soir, comme elle dit. Dès la sortie des cours, son obsession de boire la rattrapait. C'est très douloureux. Hein. Vous sortez plus. Quand vous sortez, vous rasez les murs. On a l'impression que tout le monde vous regarde. Parce que c'est vrai, vous avez une tête... je veux dire... Si, je me lavais les cheveux quand même, parce que je ne supporte pas les cheveux gras. Mais je ne me lavais pas pendant 3 jours. Je restais enfermée, quoi. Le rapport à autrui devient... Même des proches. Le mensonge, on continue. Mais non, j'ai pas bu. Enfin, bon, alors que... Je pense qu'il y a eu un déclic, il y a peu de temps. Vraiment une amie de cœur, enfin quelqu'un en qui je tenais, qui m'a dit, là, je peux plus. Je peux plus. Et ça m'a fait un mal de chien. Et puis je me suis dit, t'as pas eu le discernement de te rendre compte qu'elle était trop fragile pour supporter ça, quoi. C'était... vous n'avez plus le discernement, quoi. Comme Aurore, 88 patients sont hospitalisés ici, soignés pour une dépendance à l'alcool, mais aussi au cannabis, à l'héroïne, aux médicaments. Ils séjournent en moyenne 5 semaines à la clinique. Chacun a son programme de soins personnalisé. Mais quelle que soit l'addiction, pour se soigner, il faut comprendre sa maladie. On ne meurt pas d'un manque d'héroïne. On souffre beaucoup, mais on s'en sort. Alors que quelqu'un qui est dépendant de l'alcool est en grand danger de mort. C'est la seule drogue qui existe dont on meurt par excès, coma, et quand on est en manque, évidemment quand on est devenu dépendant. Les mots sont parfois durs et les schémas complexes, mais ils sont nécessaires. La mémoire revient, encourage la personne. S'ils peuvent transposer ça chez eux et expliquer que c'est pas aussi simple, que c'est pas qu'une question de volonté, mais qu'il y a quand même des mécanismes qui se mettent en place pendant des années sans que la personne s'en rende compte et qui vont effectivement aboutir peut-être à une alcoodépendance pour certains ou en tout cas des dérives, une intoxication, l'apparition de pathologies, tout s'explique. Un parcours compliqué, des épreuves, et c'est parfois toute une vie qui bascule. C'est ce que m'a raconté Emmanuel. Il a vécu il y a quelques années une séparation, puis une opération chirurgicale lourde,
Des anxiolytiques, des antidouleurs lui sont prescrits et finissent par le mettre en danger. On va bien, mais après, à partir d'un moment, une fois qu'on les prend plus, on va pas bien. Et je me suis dit mince, voilà. Et puis plus ça allait avec le temps, plus d'augmenter les doses. Et je me suis dit, bah, c'est pas le but du traitement. À la base, c'était vraiment pour soulager une petite période, on va dire. Mais la période s'est vachement agrandie. Ouais. Exactement, ouais. Si j'avais pas pris mes médicaments, je me mettais à pleurer. Enfin, c'était assez sensible, en fait. Hypersensibilité. Ouais. Et je me suis dit bon, voilà, il va falloir soigner ça. Et le meilleur moyen, je pense que c'est un sevrage. Un sevrage progressif. Après une première semaine à la clinique, Emmanuel n'absorbe plus qu'un médicament par jour. Petit à petit, il retrouve sa liberté, mais il a toujours en tête le risque de replonger à la sortie. Rentré à la maison, le moment est souvent redouté par les patients hospitalisés pour la première fois, mais il peut être salvateur. J'ai des patients qui ont eu besoin de rechuter pour prendre conscience de facto qu'il y avait une nécessité d'abstinence. Ils étaient venus, on leur avait fait le cours classique, ils avaient vécu les activités, etc. Mais tout était dans la théorie. Ils ont eu des cours où on leur dit que si vous reprenez un verre, après c'est le deuxième et le troisième, etc. Et puis, tant qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes, ils ne le croient pas. Ils ne le croient pas, et donc c'est le fait de rechuter, ça peut être un aspect de la thérapie aussi. Tous les patients que j'ai rencontrés sont guidés par une volonté, ne plus retoucher à ces substances mortelles, par instinct de survie, mais aussi pour sa propre image. J'ai 35 ans, j'ai encore pas mal à vivre, j'espère. Donc j'ai envie que la vie soit saine. Et montrer le bon exemple pour mon enfant aussi, pour ma fille. J'ai pas envie qu'elle voie un papa qui est obligé de prendre quelque chose pour se sentir bien, quoi. C'est une reconstruction totale, c'est une révolution. C'est vraiment une révolution. Je sais que ce sera long, je sais que ce ne sera pas facile, mais peu à peu, remettre les choses en place et vivre, avoir une qualité de vie. Des rêves simples auxquels Aurore, Emmanuel et les autres s'accrochent pour trouver la force de s'en sortir, enfin. Angèle, ce que l'on comprend à travers le reportage, c'est que finalement, on n'est jamais vraiment sorti d'une addiction. La guérison peut être très longue. Oui, l'addiction est considérée comme une maladie chronique et les patients sont la plupart du temps polydépendants. Aux Essarts, 90% des personnes dépendantes à l'alcool étaient aussi des fumeurs réguliers. D'ailleurs, Aurore, que l'on voit dans le reportage, avait un deuxième objectif à la sortie de la clinique, c'était en finir définitivement avec la cigarette. Et dans cette clinique, est-ce que ce sont les patients qui viennent de leur plein gré ou est-ce que ce sont les médecins, leur entourage qui les y poussent? Eh bien, les patients parlent de déclic, d'une prise de conscience à un moment donné. Alors cela peut être un accident de la vie ou encore la volonté de préserver ceux qu'ils aiment. Ouais, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Mickaël Duparc, vous aussi, vous êtes passé par ces différents lieux de soins, à la clinique des Essarts, mais aussi ici, au sein de la polyclinique de Deauville. À 44 ans, vous avez une vie tourmentée avec de nombreuses addictions. Et comment est-ce que c'est venu chez vous, la dépendance? J'ai commencé par l'alcool à l'âge de 18 ans. Je sortais beaucoup dans le milieu de la nuit. Les gens que je fréquentais consommaient beaucoup aussi. J'étais quelqu'un de très timide, donc c'est vrai que l'alcool m'a permis de me désinhiber. Et du jour au lendemain, on ne comprend plus ce qui se passe, on ne gère plus rien. Donc vous étiez dépendant à l'alcool? Oui. Et à d'autres produits? D'autres produits, d'autres substances, oui. De quel type? Cocaïne, ecstasy, et pour finir, l'héroïne. Et à partir de quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez tombé dans la dépendance, que vous ne pouviez plus vous en passer? Le manque. Le manque, oui. Ça se traduisait comment, ce changement manque? de comportement. Avec les autres, on perd tout. Famille, travail, bon, les amis aussi. Certains sont partis aussi, malheureusement. Mais c'est pas pour autant qu'on prend conscience que c'est plus fort. On a besoin de cette dose quotidienne. Tout est réglé. Voilà, j'avais pas besoin d'avoir une montre pour savoir que c'était l'heure de consommer.
C'est-à-dire que ça n'est plus un choix, en fait, c'est un besoin. C'est un besoin. C'est une drogue. Quel a été le déclic pour vous, voilà, le moment où vous vous êtes dit il faut que je fasse quelque chose, il faut que je m'en sorte? Bah, c'est vrai que j'en suis à ma 10e post-cure. Donc voilà, j'ai été abstinent pendant 4 ans. Et il y a eu... Et comment ça s'est passé la première fois que vous avez voulu vous faire soigner? C'est ça. Comment c'est venu cette envie de se soigner? Au début, ça a été difficile parce qu'en fait, ça n'a pas fonctionné. Pour la simple et unique raison, c'est que je le faisais pour mes proches et la personne avec qui je vivais. C'est elle que vous avez demandé d'aller voir une structure de soins. Plus pour eux que pour vous? Pour eux. Et ça n'a pas fonctionné. J'ai rechuté aussitôt. Alors quand est-ce que ça a fonctionné, puisque vous avez eu 4 ans d'abstinence à un moment donné? Comment ça a fonctionné, le soin? Le déclic et puis le ras-le-bol aussi. Et puis le fait que voilà, on n'a plus rien. Et ce déclic, il vient d'où? Quand on prend conscience que le corps, on gère plus rien et que on n'a plus de force. Et que demander de l'aide, c'est pas évident parce que on n'a plus personne, on est tout seul avec notre produit. Est-ce que vous pensez que vous serez complètement guéri un jour? C'est votre 10e post-cure, vous l'avez dit, vous êtes ici depuis 4 mois. Est-ce que vous pensez que celle-ci, c'est la bonne? Est-ce que vous pensez que vous allez... J'espère, mais il y aura du travail. Déjà, moi, j'accepte de vivre avec la maladie. Parce qu'on est malade, on est alcoolodépendant, c'est à vie. Et pour moi, c'est important d'avoir un suivi après la sortie. Oui, le cadre médical, il est indispensable par soi-même. On peut pas sortir de cette addiction. Pour moi, non. Pour moi, non. Est-ce que vous l'appréhendez, cette sortie, dans un mois? Oui. Pourquoi? Tous les jours, là. Le compte à rebours a commencé, oui. Donc vous allez vous faire suivre à la sortie, c'est primordial pour vous? C'est vital. C'est vital, oui. Pour moi, et pour mieux comprendre mes dépendances. Michael, on va continuer à en parler dans un instant. Certains malades le savent bien, ils ne sortiront jamais vraiment de leur addiction. C'est le cas de Jean-Marc Lebihan, ce quinquagénaire au parcours de vie chaotique, ancien jardinier, ancien mari, ancien militaire, n'est toujours pas guéri, mais il a au moins réussi à se poser. L'alcool m'a fait vivre pendant 20 ans. Grâce à l'alcool, j'ai vécu. Vous pouvez filmer. Hein. Grâce à l'alcool, j'ai vécu pendant 20 ans. Mais à un moment donné, il faut arrêter l'alcool. Il faudrait. Mais une fois que votre cerveau et votre corps est complètement imbibé, vous n'avez plus le choix. Nous avions croisé sa route il y a quelques années, presque 7 ans, un soir de maraude, dans les rues de Caen. Il y avait déjà chez lui cette envie de témoigner. Il faut être tolérant dans la vie. Au nom des siens, tous ces gars de la rue, les cabossés, les addicts aussi. Jean-Marc s'en est sorti. Désormais, il vit chez lui, au chaud. Il a retravaillé, un peu, refait sa vie. L'alcool est arrivé quand j'avais 17 ans. J'étais couvert de psoriasis, qui est une maladie de peau. Et c'était mon image à moi qui ne me convenait pas, et vis-à-vis des autres. Donc je me suis masqué. J'avais des gants, enfin j'avais un look, mais c'était pour cacher mon corps. Moi, je ne m'acceptais pas. Et voilà, j'ai continué à boire de l'alcool, mais à ce moment-là, ça m'aidait à vivre. L'alcool m'a sauvé. Grâce à ça, je tiens. C'est mon cerveau, mon corps qui réclame. Je contrôle quand je peux. Je vais à 5 bières par jour. J'ai besoin de ça. Avec des périodes de tranquillité, des périodes d'agitation. Parce que je pars dans les mondes, enfin dans mes étoiles à moi, quoi. Chacun se réfugie où on peut. Hein.
c'est un refuge, mais pas bon. J'aimerais autant aller à la SPA que d'aller à Carrefour m'acheter mon alcool que j'ai besoin. Mais on trouve plein d'excuses. Trop chaud, c'est une excuse pour boire. Trop froid, il faut se réchauffer. On trouve toujours des excuses. Ça marche pas. C'est du mensonge. L'alcool, c'est dans le corps, c'est un venin. On a tous des histoires. Et il faut pleurer avec. On pleure avec notre vie. Il revoit ses camarades d'infortune. Il est mort. Titi. Presque tous ont disparu. Lui aussi. Décédé. Et la sienne de vie alors? Lui qui tient le coup. Pour se raconter, il avait préparé quelques notes, quelques repères symboliques. Parce qu'il y a une petite schématique. Alors je pars du bateau ivre d'Arthur Rimbaud, avec le cri de Munch, qui est un visage rond qui, moi, symbolise de l'angoisse. Et avec ça, votre bateau, il ne va pas très bien, quoi. Et puis il y a les Charlie Couture, Les nuits sont trop longues. C'est dans Ciao Pantin. C'est un film qui me fait bizarre. Quand j'ai bu quelques degrés d'alcool dans le sang, là, je suis Leonardo DiCaprio sur le Titanic en disant que je suis le roi du monde. Le roi des cons, surtout. Le roi des cons. J'ai Voyage au bout de l'enfer aussi, ça c'est... ou Apocalypse Now. Mon papa est ancien capitaine à la retraite. Mon petit frère est lieutenant de vaisseau. Mon grand frère est sergent instructeur. Et je sais pas pourquoi je suis le vilain petit canard de la maison. C'est pas des excuses, hein. Mais il y a des trucs, secrets de famille, je ne sais pas moi ce qui m'est arrivé. J'ai été heureux à la maison. Rien de particulier, quoi. De toute sa vie, il n'a qu'une image, endimanché et en civil, parce que lui aussi fut militaire, suite à son divorce, il y a 25 ans. Moi, j'étais dans le 106e base aérienne de Havre. Au milieu des années 90, il était en ex-Yougoslavie. On voyait les bus à Srebrenica arriver. On en a vu. Ça a duré 3 jours. On a demandé l'appui aérien, ça passera pas à la télé, refusé. Et on voyait les gens arriver en bus se faire exécuter. On vous demande de vous taire. Rentrez à la maison. Vous n'avez pas le droit. Et vous vivez avec ça. Après, c'est choquant dans la tête. La nuit, je suis obligé de prendre des médicaments pour ne pas avoir de cauchemar. Il se connaît bien. Il a, comme on dit maintenant, des difficultés dans la gestion de ses émotions. C'est minable. Mais je pleure devant une feuille qui tombe. Mon piponnet. Oui, va. Oui, va dire bonjour. Aïe, il vous a repéré. Il est abîmé, sa santé est fragile, mais chez lui, il se sent enfin en sécurité. Il cultive un peu son jardin. Jardinier, c'était d'ailleurs son premier et vrai métier. Elles me disent, Jean-Marc, reste à la maison. Ne te noie pas. J'ai besoin d'eau. Si toi, tu bois de l'alcool, moi, j'ai besoin d'eau et d'engrais. Et elles ne demandent rien, à part d'être aimées.
Nous sommes toujours à la polyclinique de Deauville où, Michael, vous êtes soigné ici depuis 4 mois. À vos côtés, nous a rejoint Nordal Le Hérissi. Vous êtes neuropsychologue ici au sein de ce service de soins de suite. Avec vous, on va essayer de comprendre comment on soigne une addiction. Mais d'abord, Michael, on vient de voir le cas de cet homme qui s'est presque résigné face à sa dépendance à l'alcool. Qu'est-ce que vous inspire ce témoignage qu'on vient de voir? Un long parcours, beaucoup de souffrance. Et qu'on ne ressort pas indemne. Et ouais, c'est très touchant. Nordal Le Hérissi, qu'est-ce que vous proposez face aux addictions ici à la polyclinique de Deauville? Ce qu'on propose ici, c'est une prise en charge pluridisciplinaire, donc, avec une équipe médicale, donc médecins, infirmiers, aides-soignants. Alors vous dites pluridisciplinaire, c'est-à-dire quelles sont les différentes manières de soigner une addiction? Alors c'est vraiment de la prendre en charge sur plusieurs fronts en fait. Donc ici il va y avoir médecins, infirmiers, aides-soignants, il va également y avoir des psychologues, neuropsychologues, ergothérapeutes, assistants sociaux. Comment vous travaillez justement en neuropsychologie avec les patients? On va surtout essayer de déterminer dans quelle mesure les consommations, les troubles de l'usage ont pu induire un dysfonctionnement cérébral chez les patients. Ce dysfonctionnement cérébral va induire des difficultés cognitives, neurocognitives, et puis qui vont se traduire dans la vie quotidienne des patients par des handicaps, par des situations de handicap. Et comment ça se passe, le réentraînement, concrètement, avec les patients, avec Michael, par exemple? Par exemple, pour la mémoire, c'est comment réapprendre à mémoriser efficacement et comment se rappeler efficacement les informations. Ce sont des choses qui sont traditionnellement observées chez les patients consommateurs. Michael, pour vous, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous avez le sentiment que ça a été utile, cette thérapie? Ah oui, c'était la première fois que je rencontrais un neuropsychologue. Je ne savais pas du tout... alors, pas du tout. Psychologue, psychiatre, oui. Mais neuropsychologue... Mais ça a marché? Ah oui. Ah oui, oui. Qu'est-ce qui a été différent des autres thérapies? Ouais. On va plus loin. On essaye de comprendre la cause, ce qu'il faut mettre en place pour ne pas rechuter. À la sortie, par exemple. Donc les rendez-vous sont plus intenses et à l'approche de la sortie. Nordal Le Hérissi, est-ce qu'on soigne toutes les addictions de la même manière? Oui et non. Les addictions sont aussi différentes qu'il y a de patients addicts, en fait. Chaque patient est expert de son addiction. Donc notre charge à nous, c'est de s'adapter à chaque patient pour pouvoir déterminer, comme l'a souligné M. Duparc, les origines de l'addiction, comment est-ce que ça s'est construit, quel est le cheminement, la vie en fait du patient. Et est-ce qu'on peut en sortir définitivement? C'est une maladie identifiée et chronique. On va plutôt essayer d'accompagner les patients pour réapprendre à vivre sans la consommation du produit. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci. On l'a bien compris, les addictions au tabac, à l'alcool ou aux drogues sont parmi les plus répandues et les mieux connues. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la société, apparaissent de nouvelles addictions dites sans substance, achats compulsifs, jeux vidéo, usage des écrans. On en parlera dans quelques instants. Mais une dépendance peut aussi naître du simple fait de manger. Depuis une quinzaine d'années, les troubles du comportement alimentaire sont considérés comme une addiction. On estime que 3 à 4% des adolescents et 14% des adultes en sont atteints. Jeanne voulait simplement perdre du poids. C'était il y a 2 ans et demi. Depuis, elle s'est un peu perdue sur le chemin de sa vie. Je sautais des repas, mais derrière, ça me tournait tellement dans la tête, l'envie de manger et tout, que j'arrivais pas à passer au-dessus de ça, et du coup, je me réfugiais dans la cuisine. Et je mangeais tout ce dont j'avais envie. Ça m'arrivait de pleurer en le faisant. C'était plus fort que moi, mais j'en avais tellement pas envie, c'était irrationnel en fait. J'ai essayé de me faire vomir après, sauf que j'y arrivais beaucoup de fois pas, ou pas comme je le voulais en tout cas. Quand tu n'y arrivais pas, il y avait un sentiment de culpabilité du coup? Ouais, de colère contre mon corps en fait, de
pas réussir à rechuter ce que j'ai pas envie en fait d'avoir. Ce quotidien douloureux, où les crises de boulimie alternent avec des phases d'anorexie, a amené Jeanne dans cette unité de soins réservée aux adolescents. Une hospitalisation pour l'aider à rompre avec les troubles du comportement alimentaire dont elle souffre, une addiction à proprement parler. C'était un plaisir d'être maigre, un plaisir de ne pas être bien, de continuer à perdre, de ne pas manger, de sentir la faim, de sentir qu'on n'était pas bien physiquement. C'était même l'extase de frôler vers la mort en fait. C'était l'objectif à chaque fois en fait, d'être le plus critique possible en fait. C'est complètement insensé mais c'était ça. À son arrivée ici, il y a 3 mois, Jeanne a signé un contrat objectif final, reprendre 8,5 kg. À chaque étape de sa progression, des droits nouveaux, comme des récompenses, recevoir du courrier, de la visite, aller à l'école. La prise en charge est aussi psychologique. À partir de ce bouquin, vous aurez chacune et chacun une phrase à partir de laquelle vous devrez écrire un texte, inventer une histoire. Cet atelier d'écriture fait partie des médiations proposées par les soignants. En complément des entretiens avec les psychologues, ils permettent aux jeunes de se livrer. On les fait jouer, on les fait écrire, et ils ne se rendent plus compte, je dirais, finalement, qu'ils sont en train de s'exprimer, et de s'ouvrir, effectivement, et de se rencontrer. On les fait travailler aussi sur la revalorisation chez des jeunes qui, souvent, effectivement, dans leur souffrance psychopathologique, manquent de confiance et d'estime en eux, et c'est vrai, le fait d'écrire, d'être dans la création, ça leur permet concrètement de reprendre confiance en eux et de les valoriser. À 15 ans, Jeanne vit sa 5e hospitalisation. Plus bénéfique cette fois, même si tout n'est pas résolu. Je suis encore accrochée à beaucoup de choses comme compter mes calories et tout, donc ça m'accroche un peu à ça encore, on dirait cette sorte d'addiction. Mais oui, on a l'impression de se sentir un vide si on n'a pas tout ça, pas tout ce contrôle. Le problème avec nous, c'est que dès qu'on se dit on va perdre 1 kilo, même si tu perds juste 1 kilo, après, la machine est enclenchée et on repère tout. Ce risque d'addiction à la perte de poids s'explique pour les médecins notamment par un mécanisme physiologique. Du fait d'un régime, par exemple, vous allez commencer à maigrir et votre corps, pour supporter cette carence alimentaire, va sécréter, entre autres des endorphines, donc quelque chose qui vous met dans un état de bien-être, comme une drogue. Donc un état de bien-être qui fait que vous vous sentez mieux à supporter du coup la faim et mieux aussi psychologiquement parce que ça diminue l'anxiété, ça diminue des éléments de dépression, etc. Et donc vous avez vraiment un ressenti de bien-être comme vous pouvez aussi avoir après une course intensive ou un sport intensif. Et pour conserver cet état de bien-être, il faut à chaque fois maigrir un peu plus. Lorsqu'elle va rentrer à la maison, la panique, ce sera les moments de repas. J'ai peur qu'elle recommence et que je m'en aperçois pas. J'ai peur au lycée, parce qu'automatiquement le midi je serai pas là, donc aucune surveillance, enfin je sais pas. Une fois par mois, les parents de jeunes souffrant de troubles du comportement alimentaire se réunissent au CHU. L'occasion de parler sans tabou de ce tsunami destructeur pour la cellule familiale. Laurence, mère de 3 filles, a vu son plus jeune enfant frôler la mort à cause de l'anorexie. Le combat de sa famille a duré près de 8 ans. Tout d'un coup, tout s'est rétréci. Elle s'est mise à manger moins, à trier beaucoup la nourriture, à nous manipuler, à faire semblant, à cacher, à jeter. Voilà, des comportements qui n'étaient absolument pas les siens. Tout ce qui semble rouler tout seul pendant des années s'effondre. Et tous les projets qu'on peut faire de sorties de famille, de repas de famille, de fêtes, tout devient moins léger. J'ai toujours dans l'esprit que si une de mes filles va mal, et va très mal, pour X raisons, professionnelles, sentimentales, personnelles, le mal-être peut l'amener à 2 pas de la mort. Et quelque part, c'est resté. Les troubles du comportement alimentaire perdurent parfois pendant des années. Ils peuvent aussi apparaître à l'âge adulte. Les malades majeurs sont le plus souvent hyperphages. Lors de crises compulsives, ils mangent de très grandes quantités de nourriture sans se faire vomir après. L'hyperphagie engendre fréquemment un surpoids. À 29 ans, pour la première fois, Bérangère est hospitalisée dans cette structure dédiée aux adultes. Quand il nous prend comme ça une compulsion, je veux dire, on sait que c'est pas bien.
comme un alcoolique, j'imagine, qui sait qu'autant boire, c'est pas bien. Mais c'est plus fort que nous. On est obligé de le faire. C'est comme les tocs, hein, si on les fait pas, on se sent pas bien. Sur le coup, oui, on est content, mais voilà, on a quand même une culpabilité derrière. Et j'ai réussi à retrouver ici, avec le sport. Après 55 minutes de petits exercices assez intenses, la même sensation de quand je mangeais beaucoup, quelque chose qui me faisait plaisir. Tout comme Bérangère, Delphine rentre chez elle dans 1 semaine. Ensuite, elle sera suivie en hôpital de jour. Depuis 23 ans, elle souffre d'anorexie et de crise de boulimie. C'est l'un de ses derniers repas thérapeutiques. L'objectif, réapprendre à manger un menu complet. Je mangeais plus de viande, plus de féculents, plus de pain, plus de beurre, plus de chocolat. Le fait de manger comme ça en collectivité, c'est vrai qu'on fait moins attention à ce qu'on mange et que d'être tout seul dans sa chambre. Et c'est plus convivial aussi. Quelque part, ça nous ramène à la vie extérieure. Réapprendre à nourrir son corps, mais aussi retrouver le plaisir de manger sans dépendance. Peut-on vraiment se détacher d'un comportement addictif? Quel qu'il soit, la rechute est toujours possible. Pour les médecins, le plaisir est un facteur de dépendance à l'image des écrans et des jeux vidéo. Pour en parler, nous nous sommes installés dans un café e-sport où l'on organise des tournois de jeux vidéo, un loisir qui vire parfois à l'obsession. Sean Wilson, vous êtes vous-même un ancien grand joueur, vous êtes aujourd'hui infirmier en addictologie. Vous avez pu jouer jusqu'à 60 heures par semaine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que c'était excessif? Non. Oui, ça a pu paraître excessif pour les gens à l'extérieur, mais j'y ai trouvé des choses très intéressantes, sans jamais tomber dans l'excès et dans les critères de la dépendance, vraiment. J'y ai trouvé beaucoup de plaisir, j'y ai trouvé des relations sociales, j'y ai maintenu des relations sociales, j'y ai trouvé beaucoup de compétences et de développement de compétences qui n'apparaissaient pas forcément au premier regard. Après, effectivement, ça peut paraître comme plein de méfaits, ça donne l'impression d'être enfermé, ça donne l'impression de ne pas avoir de contact avec le monde extérieur et de se bercer d'illusions, j'ai beaucoup entendu ça, et ça entraîne des problèmes avec la famille proche on ne comprend pas forcément ce qu'il y a autour. Vous, ça n'a pas eu de conséquences sur votre vie sociale? C'est pour ça que vous dites que vous n'êtes pas dépendant aujourd'hui? C'est ça. C'est ce qui me fait dire que je ne suis pas dépendant et que je ne l'ai jamais été. C'est que ça n'a pas eu de conséquences sur ma vie, à part quelques problèmes, mais qui, je pense, auraient eu lieu de toute façon, principalement des engueulades avec ma famille, qui ne comprenaient pas. Et pour qui le dialogue n'était pas forcément facile puisqu'on n'avait pas de langage en commun. Mais alors, est-ce qu'entre bienfaits et méfaits, il y a une limite à ne pas dépasser? Est-ce qu'on peut être addict aux jeux vidéo? Est-ce qu'on peut tomber dans l'addiction? Alors, il y en a peut-être une, mais elle n'est pas claire pour personne. On peut peut-être être addict aux jeux vidéo au même titre qu'on peut être addict à tout plein d'autres comportements. La limite à ne pas dépasser, c'est quand il y a trop d'impact sur votre vie, impact quel qu'il soit financier, professionnel, familial, n'importe lequel. Et à partir de là, faut se poser la question sur la pratique en elle-même et la place qu'elle vient prendre dans votre vie. Elles peuvent aller loin, ces conséquences? Elles peuvent mener où, selon vous? J'imagine que ça peut aller jusqu'à des abandons professionnels ou des choses comme ça. En général, si ça en arrive jusque-là, c'est qu'il y a autre chose derrière que vraiment juste une pratique du jeu vidéo. Il y a probablement d'autres facteurs à prendre en compte. Et ces facteurs-là, il faut les travailler et voir ça avec des professionnels ou au moins des gens qui sont aidants. Justement, dès le mois de juin prochain, le trouble du jeu vidéo sera reconnu officiellement comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé. En sera-t-il de même un jour pour l'usage des écrans, téléphones, ordinateurs, tablettes? La question se pose au vu de nos habitudes. En moyenne, les Français passent 4 heures par jour devant leur écran. Voyez plutôt. Votre téléphone, il est toujours avec vous? Oui. Et vous le regardez combien de fois par jour?
beaucoup. Il est tout le temps avec moi en fait, je passe le plus clair de mon temps sur mon téléphone. Que ce soit la journée, même si c'est pas bien en cours aussi. Si on vous l'enlève, votre téléphone, ça vous fait quoi? Ça fait un vide. Je sais plus quoi faire, j'ai plus d'idées pour occuper mon temps. Ça facilite notre quotidien, donc je dirais que ça nous le compliquerait si on nous l'enlevait. Pour moi, ça me sociabilise. Franchement, j'ai fait de belles rencontres. Vous avez l'impression d'être addict à votre téléphone? Ouais, je pense. Oui. ouais, clairement. Je l'aime. Si on vous l'enlève? Ah, je pleure. Je l'aime trop. C'est la suite de maman. Sean Wilson, vous avez été un grand joueur de jeux vidéo. Est-ce que vous vous considérez aussi comme un addict aux écrans? Par nécessité, peut-être, parce que je joue forcément sur un écran. Après, si vous entendez par tablette, addict aux écrans, téléphone. tout ce qui est tablette, non, très peu. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je trouve que ça a pris beaucoup de place dans notre société sans être vraiment annoncé, sans avoir été réfléchi. Et je trouve que ça, pour le coup, là, casse un peu les rapports humains qu'il pouvait y avoir avant. Plus que les jeux vidéo. Et pour le coup, vous diriez qu'il y a addiction? Alors là, c'est pareil, il faut voir l'impact que ça peut avoir sur la vie des gens. En termes d'impact financier ou de relations sociales, ça reste, je pense, très limité. Mais en termes de perte de qualité de vie, oui, il y a sûrement quelque chose. Merci beaucoup. Merci à vous. À l'image des addictions plus traditionnelles comme l'alcool ou le tabac, l'usage excessif de nos téléphones portables nous obligera-t-il demain à des cures de sevrage? Déjà, certains établissements hôteliers proposent des séjours sans écran et sans Internet. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle enquête de région.